Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance sur les défis relatifs à l'utilisation des outils numériques. Nous avons trois intervenants avec nous qui présenteront sur trois sujets différents et je vous invite dès maintenant à activer votre caméra. Nous avons Madame Docteur Marie-Ève Ragueneau, qui est consultante pour le programme spécial de recherche et de formation dans les maladies tropicales, qui présentera l'utilisation des outils numériques dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Nous avons Ryan également du programme mondial sur le paludisme de l'OMS, qui présentera sur les sources d'information et comment impliquer les différents acteurs pour un système de surveillance plus complet. Puis nous aurons un collègue du Sénégal, Dr Ibrahima Kaliloula Dia, qui est le directeur du département de la santé numérique pour le ministère de la Santé du Sénégal, qui présentera le plan national de stratégie nationale et partagera des exemples sur ce qui est fait au Sénégal dans ce contexte. La manière où cela va se passer, chaque présentation sera faite en 10 à 15 minutes et nous laisserons ensuite 2-3 minutes pour répondre à des questions brûlantes que vous auriez. Et à la fin de ces trois présentations, nous aurons le temps pour quelques questions et commentaires. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des observations, commentaires, je vous invite à utiliser la case Q&A pour poser vos questions et nous essaierons d'y répondre durant la séance. Et si vous avez des questions qui sont brûlantes, n'hésitez pas à lever la main et nous tâcherons de vous donner la parole autant que possible, ou bien nous y répondrons dans le cadre de la séance questions-réponses vers la fin. Nous voulons que cette séance soit informative, mais aussi interactive. Ce n'est pas toujours évident dans ce format virtuel, mais nous allons essayer de le faire. Je vais passer la parole à Marie-Ève Ragueneau pour sa présentation. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Laissez-moi partager cela un instant. Est-ce que cela fonctionne? C'est bon, vous voyez? Voyez cela? Très bien, parfait. Très bien. Donc, comme cela a été indiqué, je vais présenter les résultats d'une situation d'analyse qui a été réalisée ces dernières semaines et vous devriez donc considérer cela comme au titre de résultats préliminaires, vous donner un aperçu sur ce sujet. Donc, il y a un besoin très clair pour tous les pays de mettre en œuvre des technologies numériques dans le cadre de cette transformation numérique et nous voulions en fait vous apporter une vue d'ensemble de nos progrès en Afrique, en nous intéresser à différents aspects de matière numérique, en particulier dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le type d'outils numériques qui sont déjà utilisés dans le cadre de programmes nationaux de lutte contre le paludisme et différents défis qui sont identifiés, comment cela pourrait être amélioré grâce à ces outils numériques, quels sont les obstacles par rapport à l'utilisation de ce type d'outils numériques tels qu'ils sont perçus par les responsables de programmes nationaux et le type d'évaluation qui sont nécessaires dans le cadre, dans ce contexte. Nous avons préparé donc un questionnaire en ligne que nous avons partagé avec l'OMS, avec différents acteurs. Nous l'avons envoyé aux 13 pays qui appartiennent à ce projet donc TDR, donc de lutte de recherche sur les maladies tropicales et certains participants ont pu donc participer en répondant à ce questionnaire. Pour information, nous nous sommes intéressés uniquement au programme de lutte contre le paludisme. Nous avons eu 13 pays qui ont participé jusqu'à maintenant, à la date du 18 avril. 9 d'entre eux sont des coordinateurs de programmes nationaux de paludisme et d'autres sont des membres des différentes équipes et différents programmes de lutte contre le paludisme au niveau national. Pour la première section, concernait les outils numériques qui étaient utilisés dans ce contexte de lutte contre le paludisme. Nous avons rassemblé les différents outils en fonction de leur
fonctionnalités. Il y avait 5 d'entre eux, que ce soit la prise en charge des patients, les aspects de surveillance et de suivi, la gestion du programme, les modules d'apprentissage en ligne et l'aspect de prévention. Dans la catégorie des prises en charge des soins des patients, nous voyons en fait que très peu de pays avaient introduit l'utilisation d'outils en ligne tels que la télémédecine ou des consultations virtuelles. Les questions yes, oui et non ont en fait été réparties en 2 catégories. Le oui était donc l'outil, cela a été introduit dans une phase pilote, ou oui dans le cadre de manière opérationnelle pour l'ensemble du territoire. Et si on s'intéresse aux outils de prévention, nous pouvons voir que davantage de pays s'appuient sur ces outils numériques, comme vous pouvez le voir ici, pour la chémoprévention, avec la plupart d'entre eux faisaient partie du projet ICT, 4D. Un grand nombre d'outils faisaient appel à différents outils pour le contrôle vectoriel, la prévention des femmes, des patients enceintes et les différentes préventions, chémoprévention, IPTI et autres. Si nous considérons à présent les différentes catégories de la gestion du programme, 2 tiers des outils utilisent des outils en matière d'approvisionnement pour la gestion des stocks, mais les données aussi relatives aux données de cas de paludisme. 2 pays ont signalé utiliser des outils pour les aspects de surveillance. Donc je suis passé à l'étape suivante, à la catégorie suivante. La plupart d'entre eux utilisaient des outils pour l'identification, notification des cas, tels que les outils des HIS. On peut voir ici pour les aspects d'efficacité de la surveillance et de la surveillance génomique, entre autres. Et certes, peu de pays en fait ont utilisé des outils par rapport aux réactions donc non souhaitées de ces traitements. Nous avons également inclus dans la liste des registres civils des statistiques d'ordre vital par rapport à l'identification et la cause des décès, qui est un outil qui en fait qui n'est pas spécifique uniquement au paludisme, bien entendu. Concernant les aspects de formation en ligne, vous pouvez voir qu'en fait, il y a bien moins de pays qui ont utilisé le fait qu'ils utilisaient des outils par rapport à cela. 4 d'entre eux utilisaient les applications de la boîte à outils de l'OMS. Et puis, nous avons réalisé ensuite un résumé des 4 outils les plus utilisés, comme vous pouvez le voir ici, par les pays qui ont été interrogés par rapport à un système de notification électronique des cas, les outils de chimoprévention, le registre des données concernant le paludisme, mais aussi les outils pour aider dans la gestion de stock et des équipements de première nécessité. Ensuite, il y avait une série de questions qui portaient sur les différents défis les plus fréquemment cités qui pourraient être améliorés par une solution numérique, un système de solutions numériques. Voici un résumé des défis les plus fréquents qui ont été rencontrés par les différentes responsables de programme, comme quoi certains outils pourraient être améliorés. Donc, il y a un éventail assez important de ces composantes. Donc, ils ont agréé que les outils pour améliorer la qualité, la fiabilité des données ou l'enregistrement des données pourraient être améliorés par des outils numériques et les disponibilités des fournitures, que ce soit des agents de santé qualifiés ou un approvisionnement suffisant et régulier en matériel, donc pourraient être améliorés, ainsi que des outils qui pourraient améliorer la qualité des soins pour rendre cela plus simple et plus facile grâce à ces outils numériques, mais aussi des outils qui permettent d'améliorer la redevabilité au sein du programme de lutte contre le paludisme, un mécanisme de retour communautaire. Ensuite, on a posé la question aux différents pays de sélectionner quels étaient pour eux les obstacles pour eux à l'introduction de la technologie numérique. C'était une question oui, non, ou on n'est pas sûr, ou donc avec les
les obstacles potentiels qui sont identifiés. Vous les voyez ici. Donc, et les 4 obstacles principaux qui ont été sélectionnés par le plus grand nombre de pays avaient trait au coût de ces outils, le coût de l'introduction des différentes activités qui se retrouvent en 4e place. Donc, pour le coût des outils, le manque de connexion Internet fiable ou de réseau mobile et le manque d'implication des partenariats à l'échelle nationale dans l'utilisation de ces différents outils. La dernière section, en fait, portait sur les types d'évaluation des technologies numériques liées au paludisme. Encore une fois, seulement 9 pays ont participé à ce questionnaire, ont répondu à cette question. Différents types d'évaluations ont été sélectionnés, encore une fois, avec des réponses oui, non ou incertaines. On peut voir que plus de la moitié des pays avaient réalisé une évaluation des besoins qui n'est pas une recherche en soi, mais qui est nécessaire avant l'introduction d'un nouvel outil. La moitié des pays avaient fait une étude d'usabilité, sur une étude sur l'efficacité, sur l'efficience, sur la faisabilité, l'évaluation économique. Donc, très peu de pays, en fait, ont mentionné d'autres types de recherches sur la mise en œuvre. En gris, cela fait référence, en fait, aux réponses qui n'étaient pas certaines. Et c'était intéressant de voir que beaucoup de pays n'étaient pas au courant de savoir si cela avait été fait dans leur pays. Donc, il se peut que cela soit la conséquence que la personne qui a répondu au questionnaire, en fait, avait dû faire cela sur une période assez courte ou n'avait pas les informations ou n'était pas certain par rapport aux réponses ou peut-être tout simplement ne disposait pas des informations spécifiques techniques. Et il y avait enfin une dernière question où 10 des 13 pays qui ont répondu à cette question ont répondu oui. En fait, c'était une question par rapport au fait de savoir si oui ou non ils seraient intéressés à la mise en œuvre et être formés pour la mise en œuvre et être impliqués dans la recherche. Les dernières questions portaient sur des questions transversales que vous voyez ici à l'écran à présent, qui sont liées à l'utilisation des outils numériques. Donc, la moitié des pays qui ont répondu ont indiqué disposer d'une stratégie nationale en matière de santé numérique, ont rapporté avoir une plateforme de santé numérique, une plateforme numérique de santé, d'identifiant unique de patients et en fait, aucun pays n'a rapporté avoir un identifiant unique pour le patient. Tout cela a été identifié et rapporté donc et indiqué par ce questionnaire. Donc, pour conclure, bien entendu, ce sont des résultats sur une analyse rapide de la situation, sur ce qui ressort de cela. C'est que la plupart des pays, en fait, avaient déjà introduit un certain nombre d'outils, une certaine variété. Un grand nombre des pays, des technologies, mais sont convaincus que les outils numériques peuvent les aider à faire face aux des défis particuliers auxquels ils sont confrontés. Ce sont des composantes qui se retrouvent dans la plupart de ces pays, qui font face à un grand nombre et nombreux types d'obstacles qui doivent être surmontés, non seulement au niveau des outils, mais au niveau de l'introduction et la mise en œuvre des différentes activités. Les questions de connectivité également sont ressorties, qu'il y avait un besoin d'engager des recherches supplémentaires par rapport à l'introduction de ces nouveaux outils numériques. Il y a une certaine disposition à le faire. Et enfin, on peut dire que les efforts qui ont été déployés pour évaluer les besoins et élaborer une stratégie nationale de santé publique et des normes de santé en ligne vont clairement contribuer à la durabilité de cette transformation numérique à l'échelle mondiale, y compris dans le contexte du contrôle du paludisme. Et je vais m'arrêter là et je me tiens à votre disposition pour répondre à toute question brûlante que vous puissiez avoir. Merci beaucoup, Maria. Cela était très clair. Et je vois que il n'y a pas en fait de questions brûlantes. Il y a
une question dans le chat, peut-être que vous pouvez répondre, à laquelle vous pouvez répondre peut-être en direct de la part de Anna Frank qui posait la question suivante. Est-il possible de savoir quels sont les outils en question qui sont utilisés et si ces outils étaient disponibles en accès libre ou particulier à un contexte particulier unique? Donc, en fait, dans le questionnaire, nous n'avons pas nommé quelque outil que ce soit et les participants, les personnes qui ont répondu à ce questionnaire, lorsqu'ils ont indiqué qu'ils utilisaient un outil en particulier, il n'y avait pas vraiment de case pour indiquer le nom du produit en question. Donc, nous n'avons pas de réponse par rapport à cela. Donc, seulement le type d'outil. Donc, il nous faudra revenir vers les pays pour poser cette question et établir justement les types d'outils auxquels il faisait référence. Très bien. Je vois qu'il y a d'autres questions qui ont été postées dans le chat. Je vous invite à regarder cela, mais rapidement de passer à la présentation suivante de Dr. Ibrahim sur les données en fait utilisées pour un système de suivi plus complet. Donc, Ryan Williams, allez-y, s'il vous plaît, vous avez la parole. Indiquez-moi si vous voyez bien mon écran. Oui, très bien, parfait. Je vais arrêter donc de partager ma caméra parce que cela a présenté quelques difficultés par rapport à la vidéo et cela pourrait causer des difficultés par la suite. Donc, je vais arrêter ma vidéo, ma caméra et revenir vers vous maintenant. OK? Donc, je vais vous parler en fait du dépôt national qui sont utilisés par rapport à cela, les différents modules et outils, tableaux de bord qui sont utilisés, les modules qui sont utilisés par rapport à cela, le travail qui nous aide à renforcer les systèmes de santé nationaux, à nous aider à standardiser, harmoniser les ensembles de données, les métadonnées que nous apportons par rapport à cela, les tableaux de bord, les cartes et autres aspects, et sur la base de tous les éléments d'orientation, directive et des partenariats avec nos partenaires. C'est une composante importante des outils qui sont disséminés ici et d'apporter des orientations aux pays, en particulier à ceux qui utilisent DIHS2, donc peuvent télécharger immédiatement ces outils, ces modules et s'appuyer sur cela, donc des documents d'orientation, mais aussi de formation, tutoriel. Donc, cela est actuellement utilisé dans plus de 30 pays qui sont affectés par le paludisme. Nous avons commencé à agréger, en fait, ces données, les ventiler avec différents tableaux de bord, avec les données agrégées, donc de pouvoir faire cela. Ce sont des données qui sont collectées mensuellement, contient des données en matière de la résultat de laboratoire, d'investigation de cas, les populations à risque et d'autres éléments qui sont inclus dans ce module. Sur l'étude se basant sur les cas, nous avons un module qui s'appelle un outil de tracker, de suivi, qui permet de normaliser les différents profils de cas, d'identifier les différents éléments qui se retrouvent dans le module agrégé se fait à différents niveaux, diagnostic, le traitement, l'investigation des cas et autres investigations sur site et autres aspects. Ces outils sont intégrés dans un autre ensemble d'outils qui sont souvent utilisés par l'OMS au travers de leur application et qui contiennent en fait différents modules pour différents programmes et beaucoup de travail a été réalisé pour standardiser, harmoniser les éléments des dénominateurs communs qui ressortent de cela par patient, tels que les aspects de nombre de populations, mais aussi le profil des patients, les conventions d'appellation est également normalisées au travers de ces différents modules de l'OMS. À partir de là, nous avons élaboré un guichet unique pour toutes les données relatives au paludisme. En fait, c'est
un registre en fait concerné pour toutes les informations concernant le paludisme, pour orienter les différents programmes nationaux, mais aussi orienter la prise de décision, la Nous avons des planification tableaux de et bord l'action. spécifiques ayant lieu très aux Quelles étaient évaluations les d'intervention. Nous informations que essayons nous donc avons d'évaluer posées? Donc, les voici bonnes donc quelques distributions des exemples. interventions, la Donc, on couverture a de posé la celles-ci. question de savoir Et si le aussi, il y a programme a aussi été un mis bien impact, ses ou non. objectifs, faire le suivi des tendances, des Nous cas, des établissons aussi la décès traçabilité en matière de donc des dépistage et produits de de base avec un traitement, module sur la couverture de chaîne logistique l'intervention, qui les besoins en fait matière de le ressources suivi humaines et de de l'approvisionnement formation, en produits de base dans les planification établissements de pour santé avec le réaliser dans nombre, différents avec aspects et notamment combler les MILD, toute RDT, RCT petite délivrés lacune en dans matière de ces financement qui pouvait être communautés, identifiée. avec Ainsi, nous aussi une avons assurance présenté qualité les avec le données pourcentage de résultats de microscopie épidémiologiques, contre-vérifiés par cadre le de laboratoire de réduction de la référence charge, national participant que ce soit des à un données système d'évaluation agrégées microscopie, ou de basées qualité d'assurance sur le cas microscopie. des Nous patients. utilisons aussi donc un module concernant le fait que cela a été conçu pour pouvoir rassembler toutes les enquêtes qui sont disponibles au niveau de pays et nous utilisons cela afin de pouvoir démontrer la corrélation des données de routine avec ceux qui sont disponibles dans l'enquête. En ce qui concerne les modules d'entomologie, les tableaux de bord d'entomologie sont disponibles là où l'information est présentée en ce qui concerne les principales espèces vectrices, en ce qui concerne ce suivi des cartes qui sont générées en fonction des vecteurs et aussi de la susceptibilité à la résistance en ce qui concerne aux indexicides. Il y a aussi des tableau de bord spécifique aux données, à la qualité des données capturées que nous utilisons pour souligner toute différence et manque de cohérence dans les données. Donc, nous avons des choses telles que des diagrammes pour établir un suivi de la cohérence entre les variables ainsi qu'un suivi de cohérence donc des variables au fil du temps et une cohérence dans le temps avec aussi des rapports concernant si les rapports sont complets et complétés en ce qui concerne des variables spécifiques au paludisme et pas juste l'ensemble du rapport aussi le calendrier donc de ces rapports une fois que ceux-ci sont présentés. Maintenant, en ce qui concerne donc cette planche qui représente le diagramme du module de paludisme, vous pouvez voir que le système de routine dans le DHIS2 qui normalement collecte des données nationales représentées par ce module, donc en ce qui concerne soit le fait que cela soit un module sur des données agrégées ou basées sur des cas, soit pour des modules spécifiques ou alors au sein d'un pays où vous pouvez avoir des districts qui établissent ces rapports en utilisant des versions agrégées dans d'autres districts avec des charges plus faibles. Ils peuvent aussi utiliser des cas, des situations basées sur des cas et vous pouvez voir aussi donc l'information qui est ensuite présentée dans le tableau de bord. Il y a aussi évidemment différents modules que nous établissons en plus des modules de routine qui concernent les interventions, les modules inctovecteurs, fondation, stock, climat, ressources humaines et aussi la bibliothèque de documents. Nous avons donc une documentation aussi disponible. En ce qui concerne les modules d'entomologie et de lutte contre les vecteurs, nous avons différents modules qui sont pour le moment en train d'être publiés. À nouveau, cela est basé sur les orientations générées par le département du contrôle des vecteurs. Il y a un ensemble de modules et de tableaux de bord ainsi que d'orientations liées à ceci. En ce qui concerne les rapports standards que nous utilisons pour présenter les données au niveau du district ou alors au niveau provincial, même au niveau de l'établissement de santé, avec une comparaison des niveaux au fil du temps, avec les comparaisons, les déclins ou des augmentations dans certains domaines en fonction des indicateurs que vous considérez. Et cela présente des informations sur le financement ainsi que d'autres éléments opérationnels tels que la distribution, par exemple, en ce qui concerne les moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée. Nous développons aussi des modules supplémentaires et des extensions aux modules de base, notamment en ce qui concerne les modules concernant la gestion des stocks ainsi que les tableaux de bord de gestion du district. Nous sommes aussi en train de travailler sur un module SMC qui concerne la chimioprévention du paludisme saisonnier avec une évaluation rapide de l'impact très bientôt, ainsi que des résultats de l'évaluation de cette surveillance, ainsi que des modules sur les ressources humaines et la planification opérationnelle. Voici certains éléments qui peuvent être installés donc de façon individuelle ou alors cela peut être installé ensemble en même temps.
Bien, nous avons aussi des installations pour le moment à différentes phases dans différents pays. Donc en Guinée, au Nigeria et au Ouganda, ils sont à la phase 2 de la mise en œuvre. Cela signifie qu'il y a des liens avec le système de routine à- au- par rapport au référentiel national. Il y a différents modules supplémentaires qui sont installés et pour le moment, il y a un travail sur une formation d'utilisateurs au niveau sous-national quant à comment utiliser, peut-être même être partenaire pour pouvoir utiliser et contribuer au système. Le Burkina Faso et le Cameroun ont aussi commencé, sont à la phase 1. La Mozambique, la Tanzanie et le Cameroun sont en train de mettre en œuvre la méthodologie, mais pas nécessairement le DHIS2. Il se peut qu'ils utilisent d'autres outils numériques afin de pouvoir atteindre le même résultat. Nous avons aussi des installations planifiées, donc en ce qui concerne le Ghana, la République démocratique du Congo, ainsi que le Kenya et la Guinée. Et le Soudan aussi. Nous avons l'intention d'utiliser les installations pour soutenir les éléments suivants, des exercices de stratification, des analyses d'impact rapides, évaluation de la surveillance et examen de l'IMA. Nous allons faire cela très bientôt au Soudan pour voir ces modules qui sont pour le moment en train d'être développés. Une fois que ces exercices seront terminés, ces modules seront publiés. Ça, c'est quelque chose qui devrait se dérouler vers la fin de l'année. En ce qui concerne l'outil principal qui est utilisé pour soutenir la diffusion des modules, que ce soit les modules de base ou alors le développement du référentiel pour le paludisme, c'est l'application développée par l'OMS qui s'appelle MD-Sync, qui permet donc à ce qu'il y ait un transfert des métadonnées en mettant en correspondance les métadonnées de naissance de pays avec le métadonnées global de l'OMS. Cela permet donc de mettre à jour des mises à jour, de fournir un soutien à distance et aussi cela permet aux pays de pouvoir présenter des données aux différents niveaux de rapport lorsqu'ils ont besoin et qu'ils ont décidé qu'ils ont besoin de partager ces données. Cela rend cette transmission de données très facile entre les différentes instances de l'OMS, au niveau mondial et global, ainsi qu'au niveau régional, où il y a l'installation et les mises en œuvre de DHIS2 qui sont utilisés soit pour des outils de surveillance ou alors pour la notification mondiale de paludisme. Notre ensemble d'outils aussi qui est développé concerne notamment donc de ce qu'on appelle le Bookload, en fait, pour une génération de modèles Excel qui permet à l'utilisateur de créer une collection de données Excel. Donc, si vous souhaitez collecter des données de systèmes externes qui n'utilisent pas le DHIS2 ou d'autres plateformes, cela est une façon simplifiée de pouvoir générer un tableau Excel qui ensuite peut être généré directement à partir de DHIS2. Cela va en donner les données, d'où se trouvent les données. Ça peut être utilisé pour le partage de données, pour la correction de données et aussi pour remplir la base de données quand vous voulez mettre ce fichier Excel dans DHIS2. C'est utilisé aussi pour la duplicata, la duplication et le téléchargement de données, la validation et l'importation de données. Merci. Merci beaucoup, Ryan. C'était très clair. Je vois que dans le chat, vous avez quelques questions, mais nous pouvons prendre peut-être une question rapidement. Il y a une question en ce qui concerne les modules qui ont été présentés, où pouvons-nous les trouver et s'ils sont disponibles aux organisations de pays ou non. Bien, pour le moment, nous avons le module de base qui sont pour le moment disponibles. Cela est disponible soit à partir du site de l'OMS ou alors de l'Université de Oslo, le site de DIHS2 qui fait la promotion de l'application de l'OMS. Et donc, dans ces deux sites, les modules de base peuvent être trouvés là, le module sur le paludisme, les modules aussi pour d'autres maladies. Et nous avons aussi publié là le module concernant la gestion de stock ainsi que le module de qualité des données. Et ainsi, nous sommes en train de développer aussi les autres modules au niveau du district, au niveau de rapport, au niveau provincial. Cela sera disponible très bientôt et les autres modules qui seront testés et pilotés seront alors communiqués. En ce qui concerne, donc je n'en ai pas trop parlé de cela, mais au sein de MD5, il y a aussi
un élément, un petit widget qui apparaît sur le tableau de bord qui peut être utilisé pour la gestion de ces modules. C'est un petit peu comme un store d'applications, par exemple, si vous êtes familier avec Google Play Store ou à l'iPhone ou dès qu'il y a des mises à jour, si vous avez un de ces modules qui est soit installé, vous le verrez dans votre tableau de bord et vous pouvez à ce moment-là utiliser l'outil MBSync pour mettre à jour ce module et vous pouvez aussi l'utiliser pour voir ce qui est disponible dans ce store, donc l'endroit où cette application sera publiée et ensuite l'installer à partir de là. Vous aurez une visite guidée quant à comment installer et personnaliser cet outil en utilisant cela. C'est très clair, merci, merci beaucoup Ryan. Peut-être vous pouvez à ce moment-là considérer la question que nous avons dans le chat aussi et nous reviendrons sur cela plus tard après la présentation de Ibrahim. Merci. Docteur Ibrahima, si vous voulez partager votre écran. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je voudrais vous remercier pour cette invitation à venir partager ce que nous sommes en train de faire au Sénégal. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis le coordonnateur de la cellule santé digitale du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. C'est un honneur et un plaisir de partager avec vous ce que nous sommes en train de faire en matière de digitalisation. Le service que je dirige est créé en 2016. Donc, c'est un service qui s'occupe à la fois de la carte sanitaire, c'est-à-dire de l'organisation des soins de santé, de la santé digitale et de l'observatoire de la santé. Donc, nous avons 3 missions. Est-ce que vous me voyez maintenant? Vous voyez la présentation? C'est parfait maintenant. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'en 2019, nous avons élaboré la vision, qui est donc le plan stratégique santé digitale du Sénégal. On l'a élaboré en 2019 et il a été lancé en présence de 2 ministres, celui de la santé et celui des télécommunications. Lors de cet atelier de lancement, les 2 ministres ont signé même une convention de partenariat. Parce que comme disait un ministre de la Santé béninois des télécoms, la santé et les télécoms doivent être en couple pour réussir à rendre le système de santé digital. En 2020 et 2021, il a fallu réfléchir maintenant sur les projets. Parce qu'on a certes la vision, mais c'est la vision. Donc, c'est des orientations, ce n'est pas des projets, ce n'est pas des activités. Donc, en 2020, nous avons réuni l'ensemble des acteurs du ministère de la Santé pour leur dire maintenant quels sont nos projets, qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous avons comme plateforme numérique qui marche et qu'est-ce qui manque. Donc, toutes ces directions qui étaient là ont proposé beaucoup de projets. On avait 30 projets au début des discussions. Avant la fin de l'année, on a réduit à 10 projets. Et en fin 2020, le ministère de la Santé avait son propre document qu'on appelait Programme de digitalisation du secteur de la santé, qui est différent du plan stratégique. Donc, ce programme de digitalisation, nous l'avons fait en 2020. Mais nous avions compris qu'il fallait aller au-delà de ça, parce que ce programme, nous l'avions estimé à peu près à 27 milliards de francs CFA en 2020. 27 milliards de francs CFA, peut-être disons 50 millions de dollars à peu près. Alors, en 2021, donc c'est-à-dire l'année dernière, nous avons eu quand même l'appui de la direction de la planification qui nous a dit, mais maintenant, il faut aller chercher l'argent. Donc, c'est ainsi que nous avons pris contact avec le ministère du Plan, de l'économie et de la coopération, qui s'occupe des grands projets de l'État. Donc, on a fait en 2021 beaucoup de réunions. Ils ont recruté un consultant qui a pris notre document de 2020, qui l'a retravaillé, qui l'a amélioré et qui nous a permis aujourd'hui de dire que
ce programme-là, il est devenu un programme de l'État parce que tout simplement, le consultant a fait du bon travail, nous avons validé ce qu'il a fait, ainsi nous avons dit que ce programme a réussi ce que nous appelons ici le filtre de la maturation. Au Sénégal et dans tous les pays du monde, quand un ministère a un projet important, le projet est évalué par le ministère du Plan pour voir est-ce que le projet est utile, est-ce que le projet est impactant. Donc, ce filtre-là, nous l'avons réussi avec brio. Donc, aujourd'hui, en 2022, nous sommes dans une phase purement opérationnelle, purement technique et technologique. Donc là, maintenant, on commence à parler de solutions digitales, on commence à parler d'architecture, d'urbanisation, de serveurs. Donc, nous sommes à ce niveau-là. Donc, les 6 projets que nous avons dans ce programme sont les suivants. Hein. Donc, c'est presque des projets connus qui se retrouvent dans pas mal de programmes. Donc, c'est comment faire pour que chaque Sénégalais ait son propre dossier médical partageable au niveau national et international. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un projet de télémédecine. Nous voulons que nos centres de santé, qui sont au nombre de 110, puissent avoir des salles de télémédecine pour qu'on puisse les connecter aux besoins avec des spécialistes qui sont dans les régions. C'est ça notre projet de télémédecine, ce n'est pas autre chose. Parce qu'il y a le volet privé qu'on laisse au privé de faire des plateformes pour interconnecter les gens. D'accord? Nous avons le troisième projet sur le système d'information hospitalière, c'est comment digitaliser l'activité hospitalière. Nous avons le quatrième projet sur le système d'information géographique Information System. Donc, c'est pour tout ce qui est cartographie de la santé. Nous avons le projet 5 sur le médicament, comment sécuriser les médicaments et assurer une bonne distribution du médicament. Et le projet 6, c'est sur la santé communautaire, bien sûr. Nous avons plus de 2000 cases de santé qui produisent des données, mais qui ne sont pas répertoriées correctement. Donc, voilà les 6 projets que nous avons, sur lesquels nous travaillons. Donc, nous avons le programme, il est composé de 3 composantes. Une composante 1 sur tout ce qui est cadre, c'est-à-dire tout ce qui est étude, tout ce qui est préalable à faire. Nous avons la composante 2 qui concerne tout ce qui est conception, développement de logiciels et déploiement de logiciels. Et nous avons la composante 3 qui concerne tout ce qui est équipement, renforcement de capacité, formation. Donc voilà nos 3 composantes qui composent donc le programme d'Easy Santé. Techniquement, ce que nous voulons, c'est replacer le patient au centre de ce que nous faisons. Le patient au cœur du système de santé. Donc, nous travaillons pour que le patient ait une identification unique de santé. Nous travaillons pour que tout ce qui doit être codifié pour faciliter l'interopérabilité le soit. Je veux dire par là que nous codifions les médicaments, nous codifions les points de prestation, nous codifions les actes professionnels. Nous sommes en train de faire ce travail-là, qui est un travail difficile, mais qui est un préalable et qui va permettre vraiment d'avoir un système réussi. Une fois qu'on aura ça, on peut maintenant développer autour beaucoup d'applications qui vont fonctionner correctement, des plateformes de portail. Donc, cet aspect-là, c'est ce que nous avons appelé le système intégré de gestion de la santé. Donc, c'est le volet technique, technologique, qui est différent du volet programmation, le ministère du Plan et de la stratégie. Alors, bon, je vais aller vite sur cette partie-là, cette partie sur santé.sn, hein, je pense que je vais aller vite. Alors, les contraintes que nous avons notées, ces contraintes-là n'empêchent pas au pays de commencer à travailler, n'empêchent pas au pays de commencer à avoir des projets. Donc, nous avons constaté, certes, une indisponibilité de l'énergie dans certains de nos postes de santé. Nous avons constaté l'indisponibilité de l'Internet. Là, c'est bizarre parce que nous avons de grandes compagnies de télécommunications. L'Internet est disponible au Sénégal, mais il y a un problème de coût, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des centres de santé, il y a même des hôpitaux qui ont des problèmes pour avoir l'Internet au débit correctement.
Donc ça aussi, c'est un constat qui a été fait. Nous avons constaté qu'en termes de câblage de nos structures de santé, il y a beaucoup à faire et tout doit être fait parce que le câblage n'est pas un câblage qui permet d'avoir un système vraiment digitalisé. L'autre contrainte que vous connaissez aussi, hein, étant dans le système, c'est tout ce qui est multiplicité des initiatives. Donc, depuis la COVID, maintenant que la COVID nous a aidé, malheureusement ou heureusement, à améliorer la compréhension et l'acceptation de la e-santé, ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui disent qu'ils veulent digitaliser. Chaque service dit qu'il veut digitaliser. Chaque direction dit qu'elle veut digitaliser. Et comme vous le savez, tout ça, c'est bien, parce qu'enfin, maintenant, on a compris, mais il y a également à organiser. Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi je vais terminer par les leçons apprises. Ce que nous avons appris, c'est que dans les ministères de la Santé des pays africains, nous avons souvent des directions qui existent déjà, qui s'occupent de morceaux de e-santé. Souvent, on a une direction qui peut être une direction de l'informatique, qui peut être différente de la direction de l'information sanitaire. Dans d'autres pays, vous avez carrément des directions de santé digitale, qu'on appelle santé digitale. Donc, on a dans nos pays plusieurs organisations, plusieurs gouvernances de la santé digitale. Mais il est fondamental que les gens soient formés. Parce que s'ils ne sont pas formés à la e-santé, à l'informatique médicale, ils ne pourront pas prendre le bon chemin. Parce qu'il y a beaucoup de chemins. Et le bon chemin, pour le prendre, il faut être formé. Parce que la santé digitale, la e-santé, c'est de l'informatique de métier. Ce n'est pas de l'informatique administrative où nous avons des gens déjà qui y travaillent. Mais l'informatique métier est très complexe parce qu'il faut beaucoup d'organisation, beaucoup de négociations, beaucoup de réglementation, beaucoup de consensus avant de pouvoir démarrer les choses. Donc, il faut que ces gens soient formés correctement, qu'ils comprennent. La deuxième leçon, c'est que quand vous dites que vous gérez la digital health, la santé digitale ou l'informatique de la santé ou tout ce que vous voulez, mais qui veut dire e-santé, vous devez connaître aussi comment chercher de l'argent. C'est très important parce que la e-santé demande des ressources parce que nos structures de santé ne sont pas équipées en ordinateur, en tablette, ne sont même pas équipées en Internet. Donc, il y a des budgets à mobiliser pour ça. Donc, si vous ne connaissez pas comment fonctionne votre pays en matière de projet, en matière de planification, et si vous êtes le seul lead à mener vers l'avant votre pays, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce que le chemin, il faut le connaître. Et généralement, il faut travailler avec le ministère chargé des finances ou du budget ou de l'économie. Ça, il faut le faire obligatoirement pour que les projets soient acceptés. La troisième leçon, c'est qu'il faut plus que de la volonté de l'État. Il faut de l'engagement de l'État. Volonté, ça peut dire, mais l'engagement, c'est plus fort. Il faut de l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, aussi, on ne pourra pas avancer parce que la santé est un domaine complexe où les gens connaissent les médicaments, il n'y a pas de problème. La vaccination, il n'y a pas de problème. Mais ils ne connaissent pas la e-santé. Quand vous venez, vous demandez beaucoup d'argent, ils ne comprennent pas. Quand vous demandez beaucoup d'argent, ils disent, mais ça sert à quoi? Donc, il faut que l'État puisse appuyer, puisse dire que moi, État, je veux que ça soit fait. Comme a fait notre président qui a dit que vous voulez 600 milliards de francs CFA, je suis d'accord, mais il faut que le système soit d'abord digitalisé et ensuite, moi, je mets les 600 milliards. On a besoin de ça, venant de notre président. La troisième leçon apprise, qui est difficile et qui concerne ceux qui dirigent la santé digitale dans leur pays, c'est qu'il y a deux règles d'or que nous devons avoir en tant que manager. C'est d'abord la patience. La santé digitale, c'est de la patience parce que vous ne pourrez pas tout faire. Vous pouvez juste que démarrer les choses, partir, d'autres vont venir compléter ça. Parce que c'est très lent, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut être patient. Il faut aussi vous assurer que vous avez impliqué les acteurs les plus importants. C'est très important. Parce que si vous ne les impliquez pas, parce que vous gérez la santé digitale,
Vous ne gérez pas la vaccination, vous ne gérez pas les hôpitaux, vous ne gérez pas les postes de santé, vous ne gérez pas les équipements médicaux. Vous gérez la digitalisation. Donc, vous devez aller vers les autres ou les autres venir vers vous. Donc, vous devez les impliquer parce que vous voulez les aider, eux, à mieux travailler. Donc, les règles d'or, c'est très important de l'avoir. Et la dernière leçon, je vais terminer par ça, c'est que ça aussi, je l'ai constaté. En tant que responsable de la santé digitale, je vois qu'il faut beaucoup de qualités humaines si vous voulez réussir la e-santé dans les pays. C'est pourquoi beaucoup de pays n'ont pas réussi. Parce que ceux qui dirigent la santé digitale doivent être ouverts, doivent avoir l'écoute, doivent être même gentils et très détachés de ce qu'ils font. Parce que sinon, il y aura toujours des frictions entre la e-santé et les directions et les services anciens de la santé, qui sont là, qui travaillent, qui ont des résultats, mais qu'on doit améliorer. Donc, ça aussi, c'est une leçon que j'ai apprise. Donc, voilà un peu ce que je souhaitais partager avec vous. J'espère que ce n'était pas trop rapide et j'espère que ça aura aidé les panélistes et ceux qui nous suivent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Ibrahima. C'était très intéressant et c'est important qu'on ait l'opportunité de comprendre sur le terrain comment ça peut se mettre en place à l'échelle nationale. Et je pense qu'on a bien senti combien il faut de courage et de patience et d'implication de tous les acteurs. Maintenant, je vois qu'il y a des questions. On a encore une dizaine de minutes pour discuter autour de ces trois présentations qui, vous avez vu, montrent différents panels. La première qui montrait que les outils digitaux sont utilisés dans la malaria et sont utilisés pour différentes fonctions, pas que la surveillance, mais aussi d'autres fonctions sur l'aide aux patients et le procurement et d'autres aspects. Après, on a vu qu'il y avait ce depository qui, de façon compréhensive, essaie de relier toutes les données relatives à la malaria pour pouvoir mieux analyser. Et puis après, on a vu sur le terrain comment arriver à mettre en place un plan national stratégique sur les technologies digitales. Donc, on accepte toutes les questions. Allez-y. Brian, donc sur la question de l'interopérabilité, très bien, oui, ok. Donc, ce que nous avons expérimenté par rapport au registre et la collecte des données au niveau national et des variables par rapport à cela, nous essayons de traiter cela au travers de différents systèmes en s'appuyant sur les outils des HIS avec différents formats, différents modèles, différentes technologies qui sont utilisées. Donc, les obstacles que nous rencontrons, c'est que normalement les systèmes fermés ne permettent pas d'aller récupérer les données une fois qu'un programme a été mis en place d'une manière automatisée. De plus en plus de programmes sont conçus avec des interfaces d'implication qui sont compatibles avec des HIS, mais d'autres outils également, qui nous permettent ainsi de développer des interliens, différents systèmes à partir de petits codes, en fait, en extrayant les données d'un côté et de pouvoir ensuite l'exploiter avec différents aspects techniques, des éléments, des points de données qui sont importants avec d'autres systèmes. Et donc, cela peut être fait dans le contexte du programme à partir de différents outils, dans la conception des programmes à partir de bases de données. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de le rendre aussi simple que possible avec l'outil que j'ai mentionné à la fin de la présentation. Cela nous permet de faire cela. Et même avec un même système peut être utilisé et il faut faire attention aux aspects d'agrégation, différentes catégories d'âge, de connexion et selon les différents niveaux, de s'assurer que tout soit en ligne et soit aligné. Donc, nous essayons de développer au moins une fois qu'on a établi les outils les plus populaires, les plus utilisés. À partir de là, on pourra développer
un outil qui sera disponible pour un grand nombre de pays. Donc, il y a des outils qui sont utilisés pour les distributions de campagnes de masse, différents aspects de pulvérisation résiduelle en intérieur qui peuvent ainsi rendre les activités plus faciles pour les pays par rapport à ces différents aspects d'enregistrement et de dépôt. Merci, Ryan. Vous avez une réponse peut-être là-dessus aussi. Vous avez eu des problèmes d'interopérabilité. Vous disiez dans votre présentation qu'il y avait beaucoup d'engouement pour la digitalisation. Et donc, j'imagine que l'engouement fait qu'il doit y avoir des outils qui parfois ne respectent pas cette interopérabilité. Comment ça se passe? Dans votre plan, vous avez des procédures ou des spécifications qui sont données pour les outils digitaux à mettre en place au Sénégal pour éviter ce problème d'interopérabilité? Alors, merci beaucoup. Nous avons mis en place des comités. Nous avons un comité technique qui a été mis en place par voie réglementaire. Et ce comité est décomposé en groupes de travail. Et nous avons l'un des groupes qui porte sur l'interopérabilité. Elle est même présidée par notre chef de la cellule informatique du ministère de la Santé. Et nous, puisque nous n'avons pas encore normalisé, nous n'avons pas encore fait de choix, on reçoit beaucoup de partenaires qui viennent dans ce cadre-là. On a même prévu une réunion avec tous les partenaires sur l'interopérabilité pour discuter, pour avoir une feuille de route et commencer quelque chose. Maintenant, l'interopérabilité à partir des systèmes sur le patient, ça, on va le gérer avec ce que nous allons faire, parce que si tu arrives à bien codifier les choses, à développer ce qu'on appelle des API, des API permettent, par exemple, un API, c'est un logiciel que vous pouvez utiliser pour faire votre logiciel. Vous n'avez pas besoin de reprendre, par exemple, je donne l'exemple du personnel de santé, leur nom, leur prénom, leur code. Ça, on peut faire une API de ça. C'est une application que, par exemple, vous pouvez utiliser pour faire votre application à part. Donc, vous n'avez pas besoin de reprendre le travail sur le personnel médical du Sénégal, mais vous le prenez et chacun qui vient le prend. Donc, ça veut dire que les systèmes pourront facilement communiquer. Donc, ce que nous sommes en train de faire, mais on n'a pas encore fait de choix pour dire qu'au Sénégal, c'est ça ou ça qu'il faut faire, mais nous y travaillons. Merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat ou dans le Q&A, donc je pense que ça doit être, c'est la fin de la journée et peut-être qu'il n'y a plus trop d'énergie. Cette session, c'était la dernière session de la journée. Elle conclut cette première journée de conférence. J'espère que vous avez pu participer à des sessions intéressantes et j'espère que celle-ci vous a intéressé aussi. Demain, ça reprend à 12h30 GMT avec une première session qui est sur le Regional Networking. Donc ça, c'est 12h30 GMT. Et puis, à la fin de la journée, nous avons la chance d'avoir notre collègue Dr Nour du département de l'OMS Global Malaria qui fera une présentation pour les closing remarks. Et donc, je vous invite à l'écouter. Ça sera en fin de journée demain. Voilà, je pense qu'on peut conclure ici notre session. Je donne juste la main à mes collègues du panel, Marie-Ève, Ryan, Ibrahima. Si vous avez des remarques ou des messages à faire passer avant qu'on clôture cette session. Merci à tous les trois, c'était très intéressant et très clair. Voilà. Avez-vous une remarque? Marie-Ève, Ibrahima, Ryan?
Donc, si vous n'avez pas de commentaires particuliers, donc je pense que nous concluons cette séance et je vous remercie encore une fois pour vos contributions aujourd'hui et je tiens à remercier également tous les participants qui ont pris du temps pour nous être avec nous et nous écouter les différentes présentations. Encore une fois, grand merci. La conférence n'est pas finie. Comme je l'ai dit, demain, nous commençons à 12h30 GMT. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.